Plage des Salines, près de Cayenne. Nous sommes en Guyane, à 7000 km de Paris. Les touristes se pressent pour un spectacle rare, l'éclosion des tortues luttes, une espèce en voie d'extinction. Elles ne pondent que tous les 3 ans. C'est inouï, il faut vraiment venir ici pour voir ça, quoi. C'est cette nature un peu vierge encore, non violée, je dirais, qui est là, qui est disponible, qui est accessible surtout, qui est accessible à tout un chacun. Et je crois que c'est l'une des plus belles richesses que nous avons. C'est un des derniers animaux de l'âge préhistorique. À la merci des prédateurs, seule une tortue sur 1000 atteindra l'âge adulte. La colonie rejoint les vagues. Un spectacle unique. La Guyane, un département français en Amérique du Sud, un territoire de 80 000 km² qui regorge de richesses. La forêt amazonienne recouvre presque tout le département et foisonne de plantes rares utilisées pour la médecine, mais aussi d'or. 200 000 habitants, certains au service de la plus haute des technologies, la fusée Ariane. Une terre forte d'une culture millénaire, celle des Amérindiens. Un samedi soir du mois d'août, à Cayenne. Comme chaque année, les plus illustres représentants des peuples autochtones organisent un festival à destination des touristes. Danses et chants, tenues traditionnelles, il s'agit de faire découvrir leur culture. Je suis vraiment émerveillée par toute cette diversité culturelle et tout ce paysage. Ici en Guyane, on a la chance de voir beaucoup de choses uniques que très peu d'autres Français ont la chance de voir. Wayana, Palicourt ou encore Téco. Ils ne sont plus que 9000 Amérindiens à vivre encore selon la tradition dans des villages reculés. Vente de paniers d'osier, de colliers. Le festival est aussi pour eux l'occasion de gagner un peu d'argent. Seule concession au monde moderne. Le peuple autochtone, ce n'est pas que la fête, c'est pour montrer notre identité en tant que Guyanais, Guyanaises aussi, parce que nous sommes aussi les premiers habitants de la Guyane, mais malheureusement, nous sommes un peu oubliés. La Guyane, une terre de contraste, qui a aussi sa face sombre. À égalité avec la Seine-Saint-Denis, la Guyane est aussi le département le plus violent de France. Il est 20h à Kourou. Le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, le PSIG, se prépare pour une descente surprise dans une cité sensible de la ville. Une opération risquée, 40 gendarmes sont mobilisés, dont Frédéric Plateau, en Guyane depuis 1 an. Nous nous dirigeons actuellement vers les barres d'immeubles qui sont situées en face de la caserne de gendarmerie, qui est un quartier où il y a fréquemment des problèmes. Objectif, contrôle d'identité et recherche d'armes. Depuis des semaines, une véritable recrudescence de vols frappe la ville. Alors les forces de l'ordre doivent montrer leur présence. Sous l'œil vigilant de l'hélicoptère, les gendarmes investissent les lieux. Un premier groupe de jeunes est contrôlé. Et première saisie, un couteau. Attention, surtout, regardez par là-bas les gars. Regardez surtout par là-bas ce qui se passe. D'accord ? Restez pas focalisés sur l'action, regardez à l'extérieur. La présence des forces de l'ordre dans la cité se répand comme une traînée de poudre. En quelques minutes, tous les jeunes se sont rassemblés dans la rue et menacent les gendarmes. Les gendarmes gardent leur calme. Le moindre faux pas pourrait tourner à l'affrontement. J'ai rien fait, vous voyez maintenant? Ça, c'est ça qui se passe dans Eldo. Hein? Quand il y a des putains de problèmes, vous n'êtes pas là. Hein? Frédéric le sait, les armes ne sont jamais à l'intérieur des appartements. C'est dans les parties communes que les délinquants les cachent. Il va fouiller les placards électriques. Et là, bingo. Là, vous avez des cartouches de calibre 12. C'est des cartouches de chasse qui contiennent des plombs. Alors ça peut être de la petite chevrotine comme ça peut être du grain plus gros. C'est forcément potentiellement mortel, donc voilà. Forcément, s'ils ont ce type de cartouche, ils peuvent très bien avoir également les armes pour s'en servir. Et dans un placard à côté, ça, forcément, des dizaines de cintres. Ça c'est intéressant aussi. Ah oui, effectivement, ouais. Bon, ok, on va... Les gars, sur Kourou, il y a souvent eu des magasins qui vendaient des affaires, des magasins de sport, des choses comme ça qui ont été fracturés de nuit et où ils ont embarqué des affaires.
Donc avec le volume de cintre qui est dans le placard, on peut s'imaginer qu'effectivement les voleurs potentiellement résident dans ce bâtiment, qu'ils ont pris les affaires et qu'ils ont laissé les cintres ici. La fouille ne durera que quelques minutes, mais la pêche sera bonne. Plusieurs couteaux, des dépôts de munitions, des marchandises probablement volées. Embarquez les gars, commencez à rembarquer. Embarquez. Mais aucune arme à feu. Pourtant ici, contrairement à la métropole, les armes de chasse sont en vente libre. Il n'y a pas de législation précise de la chasse au même titre qu'en métropole. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un permis de chasse. Vous pouvez très bien acheter un fusil, le plus répandu en Guyane, c'est le Baïkal. C'est un fusil de chasse calibre 12 à un coup. Tout le monde peut en acheter. Un département saturé d'armes à feu. Un taux de chômage à 21%. Plus du double de la moyenne nationale. Un cocktail explosif. L'année passée, près de 30 000 faits de violence entre personnes ont été recensés. C'est le quotidien du détachement surveillance et intervention de Kourou. 2 h du matin, une bagarre est signalée dans une boîte de nuit. C'est la première intervention pour Florian, qui vient de prendre son service. Nous partons sur une bagarre apparemment sur une fête donc, du village de Kourou. Les pompiers ont été eux aussi appelés et donc à mon avis il doit y avoir un ou plusieurs blessés donc, sur les lieux. À leur arrivée, la bagarre s'est déjà calmée. Les gens s'amusent comme si de rien n'était. À l'écart, les pompiers prêtent leur premier secours à un homme blessé. Son mouchoir est recouvert de traces de sang. Il a été passé à tabac par 2 jeunes. Sous le choc, sa compagne refuse de sortir sans une escorte policière. Il y aura moyen de les accompagner parce qu'elles ont peur de représailles de... On est arrivé avec lui, on ne sait pas où elle a voituré les gars, apparemment il nous a donné dehors. Oui, il nous a donné les voitures. Eh ben, on vous ramènera jusqu'à votre véhicule et comme ça vous pourrez partir tranquillement. 2 gendarmes accompagnent le blessé jusqu'au camion de pompiers pour les premiers soins. En fait, les individus se sont recroquevillés vers le véhicule de la victime. Donc nous partons en fait à leur recherche après un signalement potentiel d'une personne simplement avec un short noir et malheureusement torse nu, donc ce qui est assez vaste. Là-bas. Dans l'obscurité, une silhouette semble correspondre au signalement de l'agresseur. La course-poursuite s'engage. Arrête-toi! Arrête-toi au sol! Au sol! Mets-toi au sol! Mets-toi au sol! Carte les mains. Sors-le de la route. Il y a rien. T'as rien sur toi? Ouais. T'es sûr? Sûr. Torse nu, short rouge. Le fuyard ne serait pas l'agresseur, mais son complice. J'ai rien de coupon, j'ai rien. Pourquoi tu partais? Il y a une voiture qui arrive. Pourquoi tu partais? Non, man, mon vote partait. Pourquoi tu partais? Parce que mon vote partait. Ouais. Y'a rien. Ok. J'ai pas de gun, j'ai pas rien. J'espère. Moi, je suis venu pour m'amuser. Allez, monsieur, reste levé. C'est bon? Pliez une jambe. Allez, pliez une jambe. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Allez, monte. Aussitôt embarqué, le jeune homme va minimiser les faits et même se montrer insolent. C'est mon pote qui s'est battu avec un gars là-bas. Ouais. Et puis c'est tout, et puis là on rentre chez nous. Pas plus, hein? Pourquoi vous avez couru comme vous avez vu? Non, mais voilà. Non, expliquez-vous. Pour vous faire courir, hein. C'est tout, hein. On a pu courir longtemps comme ça. Première étape pour les gendarmes, identifier formellement le suspect. Et c'est la petite amie du blessé qui va s'en charger. En fait, mais lui, il m'a menacé. Moi, je t'ai menacé? C'est pas lui, c'est son copain. Elle confirme qu'il serait l'ami de l'agresseur. Mais lui, il est parti de la bagarre. Oui. Le suspect est immédiatement emmené au poste pour un interrogatoire. Et visiblement, il est ivre. Parce qu'il est parti sur toi, il s'est pas retourné pour voir ce qui est arrivé. C'est un bon copain, ça. Ouais, on va dire ça. Non, mais lui, ça fait longtemps que je le connais, voilà quoi. Je sais pas pourquoi vous me menotez comme si j'étais une menace, alors j'ai rien dans mes poches. Objectif, faire parler le suspect de l'agresseur, obtenir son nom et son adresse. Pour vous narguer, comme moi quoi. Il a un numéro de téléphone, ton copain? Ah, par contre, je connais pas son numéro de téléphone. Tu l'as pas sur ton téléphone? Non, il a pas son téléphone sur lui là. Et toi? Non plus. Le suspect refuse de coopérer. Il est confié à un officier de police judiciaire.
Vous êtes battu? Non. Vous êtes témoin? Voilà. Donc je vais vous entendre. Ok, y a pas de souci. Donc vous connaissez le nom de l'auteur des faits? Oui. C'est qui? Très vite, changement d'attitude. Le jeune homme balance le nom de son ami. Quant au mobile de l'agression, il s'agirait d'une simple histoire de fille. Non, ça me fait pas rien, mais voilà. Et pourquoi vous êtes battu? Moi, je sais pas. Moi, franchement, je sais pas. Vous savez pas? Non. À propos de quoi? Pour une histoire. En fait, ouais, je sais, pour une histoire de fille. Ouais, comme d'habitude. Ça vous fait rire. Ouais, ça me Vous fait rire. avez consommé de l'alcool? Oui, un peu. Vas-y. Le jeune homme a consommé de l'alcool et l'éthylomètre est impitoyable. Stop, c'est bon. Et là 0,87. Ah ouais. Faut multiplier par 2. Faut multiplier par 2. Ah ouais, t'es passé le taux grave là. Allez, on va se rasseoir. Malgré son taux d'alcoolémie, le jeune homme sera remis en liberté. Il n'existe aucune charge à son encontre. L'agresseur présumé ne sera pas inquiété, car sa victime a refusé de porter plainte. Mais il existe en Guyane une criminalité bien plus dangereuse. Les garimperos, ou chercheurs d'or. Ces images proviennent des téléphones portables des garimperos, saisis par la gendarmerie. Ils seraient près de 10 000 en provenance du Brésil ou du Suriname. Poussés par la misère, ils traversent les fleuves pour rejoindre les mines d'or illégales qui pullulent en Guyane, dans l'espoir de faire fortune. Sandra, tu dois ramener la vidéo à tes enfants pour qu'ils apprennent la valeur des choses, qu'ils se rendent compte de tous les efforts que tu fais pour les faire vivre. Regroupés dans des camps, ces aventuriers survivent dans la jungle guyanaise. Les garimperos peuvent rester de quelques mois à quelques années à travailler la terre pour en extraire l'or selon des méthodes rudimentaires et parfois au péril de leur vie. Vas-y, ça filme. Dis-moi comment c'est ici. Ouais, c'est dur. Certaines de ces mines d'or sont de véritables villages illégaux où fleurissent prostitution, raquettes et règlements de compte. Pour lutter contre les garimperos, la France a déployé en 2008 l'opération Harpie. 500 militaires et gendarmes sont spécifiquement attachés à la lutte contre l'orpaillage. Barrage de Petit Saut, la plus vaste retenue d'eau artificielle de France. C'est le terrain de jeu de l'adjudant Pascal Goumard. Sa mission, parcourir le lac à la recherche des garimperos. Le barrage de Petit Saut, quand il a été mis en eau, a fait ressortir beaucoup d'îlets sur lesquels il y a beaucoup de travail aurifère et du travail aurifère illégal. Beaucoup de garimperos en profitent pour se cacher dedans, ce qui leur permet de naviguer en toute impunité entre les îlets. Une zone d'action immense que les garimperos connaissent à la perfection, mais aussi une étendue d'eau semée de dangers. Pour naviguer, pour aller d'îlet en îlet, on est obligé de passer où il y avait autrefois la forêt. La dangerosité, c'est que les arbres sont pourris depuis des années et il faut pas les toucher parce que les arbres tombent, ne tiennent quasiment pas. La vigilance est au maximum. L'impact d'un de ces troncs pourrait à tout moment faire chavirer la pirogue et blesser ses occupants. Après 1 heure de navigation, un premier site d'orpaillage est en vue. Allez, on met les casques les gars, on arrive sur la zone. D'après leur enquête, l'île abriterait une zone d'extraction illégale. Cette pente dénudée de végétation trahit l'activité des garimperos. Guillaume, c'est juste derrière. Dès qu'on a franchi le premier bosquet, on regardera ce qui s'y passe. En haut de la colline, tu l'auras à vue. Allez, on descend. Allez, c'est parti, on progresse. Tout d'abord, remonter la pente. Le sommet est un lieu stratégique. C'est ici qu'ils auront le visuel sur la totalité du site. Ok, c'est clair. On redescend, on se regroupe au centre. Aucune trace de garimperos. L'îlot semble déserté. Ok, bon, bah, site inactif. On arrive un peu trop tard, oui. Le site a été abandonné il n'y a pas très longtemps. Ils ont certainement progressé un petit peu plus bas et avec d'autres sites où ils sont installés, mais beaucoup plus dans la forêt, ce qui est encore plus difficile à trouver.
Les Garimperos sont extrêmement mobiles. Une fois un filon épuisé, en quelques semaines, ils partent vers d'autres zones d'extraction. Alors on a en contrebas un puits qui a été taillé par les Garimperos, qui a été démantelé récemment. On voit encore le support du touret pour remonter les gens avec des cordes qui y descendent. Il y a un travail d'art et méticuleux, où les Garimperos sont de véritables artisans et font des puits qui sont étayés, qui descendent jusqu'à une douzaine de mètres, voire une quinzaine de mètres. Ça part ensuite à l'horizontale et ils creusent pour aller jusque sous la colline. Des puits dépourvus de toute sécurité. Mais les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Ils vont découvrir que les Garimperos étaient très organisés. Alors ici nous avons les vestiges d'un ancien terrain de football où les Garimperos, à l'issue d'une journée harassante au fond des puits, se faisaient un petit peu plaisir avec les cages de but. Les Garimperos ont certainement ouvert une autre mine près d'ici. Pour les gendarmes, la patience est de mise. Et au bout de quelques heures, une cible est enfin repérée. Il y a une pirogue qui arrive. Il y a une pirogue qui arrive. Allez, action! Mais les Garimperos, eux aussi, ont repéré les gendarmes. Ils disparaissent en quelques secondes. Le camp il est là, mais la pirogue elle s'est barrée derrière. La pirogue elle est partie par la gauche là. Le Garimpero pense avoir échappé aux gendarmes. Mais l'adjudant va le repérer grâce au sillon que sa pirogue a laissé à la surface de l'eau. Ouais, regarde la trace. Regarde l'ondulation de l'eau. Il y a du monde là-bas. Eh, pirogue devant. Les deux piroguiers vont immédiatement tenter de fuir. À terre! À terre! À terre! Attention le chien! Attention le chien les gars! Olivier, tu l'arrêtes! Arrête-toi! 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 Arrête-toi, je te dis! Ils ont jeté des trucs à l'eau quoi. Ouais, ils ont jeté à l'eau, ouais. Ils sont délestés. Allez, chopez-le. Allez Olivier! Allez, chopez-le là. Allez, il se barre, chopez-le. Allez, go! Restez là! Dans la végétation guyanaise, les gendarmes le savent bien, inutile de courir après les deux hommes, qui sont déjà bien cachés. Ah, ils sont plus rapides, c'est des vrais lapins. Ils courent très bien, même pieds nus. Les deux gars étaient pieds nus. On s'en va pas en courant derrière eux parce que eux vont nous emmener dans un endroit qu'on ne connaît pas et c'est trop dangereux pour nous. La priorité des gendarmes, saisir ce qui a de la valeur et détruire le reste. Ils ne conservent que le moteur. La vieille pirogue, elle, sera brûlée sur place. Attention! Une première victoire pour les gendarmes. Mais la journée n'est pas finie. Il faut maintenant découvrir où se trouve le site d'orpaillage. Il y a des bidons là-bas, Pascal. Il y a des bidons là-bas à droite. Il y a du monde, on entend. Il y a du monde. L'alerte est donnée. On pitch, on y part en courant. Allez, go! Ça va aller vite les gars! Ok, Instamas, tu prends à gauche les gars, Instamas à gauche! Surpris, les Garimperos n'ont pas eu le temps d'embarquer leurs outils de travail. Bingo! Tape de lever toute fraîche. Tape de lever toute fraîche. L'un d'entre eux n'a même pas eu le temps de se cacher. Il a préféré se risquer dans cette eau boueuse et refuse de se rendre aux forces de l'ordre. Mais le courant sera plus fort que les gendarmes. Ils ne peuvent s'enfoncer dans l'eau avec leur équipement. En quelques secondes, l'homme disparaît. Retour au lieu d'extraction. Les gendarmes sont sur leur garde. D'autres Garimperos sont sûrement cachés partout autour. Et vous allez voir. Je prends à droite. Tu prends à droite, je prends à droite. Attention, vous allez tirer. Aucune trace des chercheurs d'or.
Les gendarmes passent à la deuxième phase de leur mission. Frapper l'outil de travail. Ils ont laissé un tapis de levée. Le tapis de levée sert à retenir l'or. Ils travaillent la falaise à coups de jet d'eau. La glaise coule et passe à travers le tapis et les morceaux les plus lourds restent dedans. En 1 heure, les gendarmes vont littéralement faire disparaître le camp. Une perte considérable pour les Garimperos, qui par défi vont assister au saccage, machette en main. Eh les gars, faites gaffe hein. Ouais. Vas-y, il tarde pas, la nuit va descendre. Le cœur du camp est cette motopompe. Cette machine vaut à peine 200 €, mais c'est grâce à elle que la terre est brassée. Il faut des semaines aux Garimperos pour s'en procurer une nouvelle. Et pour la rendre définitivement inutilisable, les gendarmes vont se servir d'un pot thermique, une mine à combustion rapide qui monte jusqu'à 3000 degrés. Le métal, évidemment, n'y résiste pas. Ça, c'est fait. Ils ne pourront plus le réparer, ce moteur-là. Ça, il est complètement fendu. Ils ne pourront pas le réparer. Allez. L'adjudant Goumar découvre aussi un produit presque aussi précieux que l'or pour les Garimperos, du mercure. Ce métal est utilisé pour agglomérer les paillettes d'or, mais il est avant tout très toxique. Ce mercure-là, après, est rejeté dans l'eau. L'eau où sont les poissons que mange la population amérindienne. Donc il y a énormément de pollution au mercure dans les eaux guyanaises. C'est une des raisons pour laquelle on se bat, pour éviter qu'il y ait une surpollution des eaux guyanaises au mercure. Un chantier investi, une pirogue brûlée, un moteur détruit. Le bilan de la journée est très positif. Très satisfait parce que ça faisait 2-3 fois qu'on venait dans ce secteur-là. On n'avait jamais pu saisir le motopompe. Là, on a vraiment eu un gros coup de chance de tomber dessus, de pouvoir enfin le saisir et le détruire. Mais combien de temps avant que les Garimperos ne reviennent? Moteur, matériel d'extraction, bidon d'essence. C'est au Brésil, le pays voisin, qu'ils se fournissent. Saint-Georges, 200 km au sud de Cayenne. De l'autre côté du fleuve, le Brésil, et la ville frontière d'Oiapoque, la base arrière des Garimperos. Nous nous y rendons en caméra cachée. Ici, les frontières sont ouvertes. Le voyage ne coûte que 10 €. Pour aller au Oiapoque, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Si vous allez retour aujourd'hui, pas de problème. Et combien de temps il faut 10 minutes. Et 10 minutes plus tard, bienvenue dans la ville de l'orpaillage clandestin. Presque chaque nuit, des pirogues comme celle-ci partent en direction des sites d'extraction, chargées d'hommes et de matériel. Je suis curieux. Il y a beaucoup de Garimperos ici? Non. Non, les pirogues ne sont pas pour les Garimperos? Nous, on fait le fret seulement. On ne fait que surveiller. Cet homme nie travailler pour les Garimperos. Pourtant, sa cargaison parle d'elle-même. Fût d'essence, ballots de nourriture, gaz, tout est conditionné et prêt à être envoyé sur les sites. Dans la ville, nous entrons dans un magasin de bricolage. Des motopompes, des tamis, des groupes électrogènes. Ici, on peut trouver tout le kit du parfait Garimpero. Et même le vendeur n'en fait pas un secret. Les Garimperos achètent tout? Oui. Ces pièces-là sont utilisées dans l'extraction. Ils viennent ici les chercher quand il y a quelque chose qui leur manque. Ça, c'est une soupape. Et ça? Ça, c'est l'oignon. On le met dans un truc et ça fait tourner l'eau. Et bien sûr, la fameuse machette, accessoire indispensable dans la jungle. Mais les commerçants d'Oiapoque ne se contentent pas de fournir les Garimperos. Dans cette rue, des dizaines de boutiques spécialisées dans l'achat et la revente d'or. Des petits morceaux, des souvenirs. Non, c'est pépites. Pépites, oui. Je peux les voir? Regarde. Des pépites vendues 40 € le gramme. Et impossible de connaître leur réelle provenance.
c'est de l'or de Guyane, quoi. Oui, non, c'est du Brésil, c'est de Guyane. Ah, c'est pas de Guyane? Pas de Guyane. Non. Mais il ne nous faudra pas longtemps pour découvrir la véritable origine de l'or vendu en ville. Nous nous dirigeons vers une boutique gardée par un agent de sécurité. Et il va confirmer nos soupçons. Voilà, il n'y a pas de l'or qui sort d'ici, ça vient de là. Tout l'or qui est ici. Donc c'est quoi? C'est les orpailleurs qui... Voilà, les orpailleurs qui... Ça c'est l'or qui fait survivre le Japon. Et ça a toujours duré, ça fait plus de 40 ans, c'est comme ça. Tout sort d'ici, tout sort de Japon. C'est-à-dire ils prennent le gasoil à la station là-bas et puis le chargent sur les pirogues, c'est ça? Ils chargent sur les pirogues. C'est la base ici. Un trafic estimé à plus de 100 millions d'euros, malgré tous les moyens déployés par l'État français. Les arrestations se multiplient. Rien qu'en 2012, près de 300 condamnations liées à l'orpaillage ont été prononcées en Guyane. Tribunal de grande instance de Cayenne. Exceptionnellement, notre caméra a été autorisée à filmer les comparutions immédiates. Ici, en quelques minutes, justice va être rendue. L'orpaillage représente près de 30% de l'activité du tribunal. Cet homme est un piroguier. Son travail, transporter du matériel et des clandestins sur les sites illégaux d'extraction. Alors, il s'agit d'un contrôle qui a été fait par les gendarmes. Ils ont voulu procéder donc au contrôle d'une pirogue qui avait à bord 2 occupants. Il a été trouvé porteur d'une touque qui renfermait donc 2 armes de poing avec des munitions et un chargeur. Les passagers donc, qui l'amènent là-bas, ce sont des personnes qui sont destinées à travailler dans l'orpaillage. Pour la justice, tout piroguier transportant de la marchandise pour les garimperos est considéré comme un complice. Moi, je n'avais pas de travail. Et comme je n'avais pas d'or, je n'avais pas d'argent, c'est pour cette raison que j'ai accepté de faire ce travail. L'année passée, 2 militaires ont été tués sur un site d'orpaillage. Un traumatisme pour la Guyane. Alors le procureur a décidé d'être ferme. Il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, 2 militaires français étaient tués, 2 gendarmes étaient gravement blessés sur un site d'orpaillage avec des armes de ce type. Des armes qui servent à tuer des hommes. Ces armes avaient pour lui une valeur marchande. Elles étaient destinées à des assassins qui sévissent sur les sites d'orpaillage et il allait les vendre. Je vous demande de le condamner à une peine à hauteur de 4 années d'emprisonnement ferme. Mais pour l'avocat du prévenu, la France doit se montrer compréhensive à l'égard de son voisin, l'immense Brésil. On sait très bien que ces gens fuient une société compliquée, une société brésilienne compliquée, où certains vivent dans la corruption et profitent des richesses et d'autres sont dans la misère. Et moi, quand j'entre dans ce dossier, je discute avec ce jeune homme, je vois que c'est un pauvre bougre qui s'est retrouvé, oui, sur un site d'orpaillage, ou en tout cas autour des sites d'orpaillage, mais sans véritablement qu'on puisse caractériser quelque chose de précis, permettant aujourd'hui de dire qu'il peut être condamné à 4 ans. Qu'est-ce que vous souhaitez rajouter pour votre défense ? Je ne sais pas quoi dire, seulement je vais vous dire que j'ai besoin de travailler pour revenir aux besoins de ma famille. La cour se retire pour délibérer. Et quelques minutes plus tard, le sort du piroguier est scellé. Vous pouvez vous asseoir. Donc, monsieur, le tribunal vous déclare coupable des infractions. En répression prononce une peine de 12 mois d'emprisonnement, votre maintien en détention et à titre complémentaire une interdiction de séjour en Guyane pendant une durée de 3 ans. À Cayenne, dans la seule prison du département, beaucoup de détenus le sont pour des condamnations liées à l'extraction d'or. La Guyane, une mine d'or à ciel ouvert, mais aussi une terre française, dans un continent toujours ravagé par la misère. Vivre en France, bénéficier de soins gratuits, a développé une très forte immigration illégale, un afflux presque impossible à contenir. Retour à Kourou avec le détachement de surveillance et intervention. Un incendie s'est déclaré dans des baraquements, une des zones les plus pauvres de la ville. La majorité de ses habitants sont sans papier, une mission pour Jonathan Gauthier. C'est un quartier réputé sensible.
où il y a des faits de délinquance avérés. On va se porter sur place, on va voir. Bon, là, on a un bon visuel sur l'incendie, apparemment, c'est quelque chose de sérieux. À l'arrivée des secours, la panique règne autour des flammes. On arrive. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Il n'y a plus personne dans le coin. Ok. Attention. Hey, sortez tout le monde. Sortez du bâtiment, c'est toxique. Sortez, monsieur, sortez. Laissez les bagages. La première mission des gendarmes, éloigner les résidents du danger. Car les victimes sont prêtes à tout pour sauver les quelques objets qu'elles possèdent. Il n'y a personne? Il n'y a personne, vous êtes sûr? Non, vous inquiétez pas. J'ai regardé. Messieurs, dames, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un, évacuez. Le risque d'explosion est réel. Des bouteilles de gaz pourraient encore se trouver dans ces habitations. Les pompiers arrivent enfin sur les lieux. Il va falloir que tout le monde recule. Les pompiers, ils ont besoin de travailler. Allez, évacuez. Évacuez la zone, s'il vous plaît. Vous allez reculer pour laisser les pompiers travailler. S'il vous plaît. Les habitants sont en sécurité. L'enquête des gendarmes peut enfin commencer. Il s'agit de déterminer comment le feu a démarré. Messieurs, est-ce que vous avez vu quelque chose au début de l'incendie? Il nous faudrait des témoins pour savoir. On a vu la fumée. D'accord. On a vu la fumée. Et elle a commencé d'où la fumée? Moi, j'ai vu la fumée, c'est beaucoup. C'est au bout. D'accord. On avait commencé à téléphoner. D'accord. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est endormi? Est-ce que vous savez comment? Je sais pas ou quoi, parce que c'était moi, c'est moi, monter ici, monter qu'à dormir. La difficulté, là, c'est de trouver un témoin qui a vu le début de l'incendie se déclarer. Parce que tout le monde est arrivé un petit peu après et tout le monde est un petit peu maintenant paniqué ou raconte son histoire. Mais trouver les personnes qui ont vraiment vu le début de l'incendie, c'est plus compliqué. Les habitants sont peu bavards. La plupart, sans papier, sont sur leur garde. Au bout de quelques minutes, les pompiers parviennent à maîtriser les flammes. 5 maisons, au final, ont été détruites. Mais heureusement, aucun blessé. Ce sont des baraques qui ne devaient pas être permanentes et les gens se sont installés et sont restés de manière permanente ici. Donc malheureusement, avec tout ce que ça implique, au bout de quelques années, ces baraques-là, s'il y a trop de monde, ils sont beaucoup apparemment dans les maisons. Il y a des risques de feu et comme c'est en bois, ça prend très vite. Vous habitez un des bâtiments là, c'est ça? Vous? Ah non, c'est vous, monsieur? D'accord. Vous habitez là, vous êtes combien à vivre là? Vous avez combien d'enfants? 10 enfants? Les gendarmes font le recensement des familles qui ont perdu leur toit. Là, on est en train de séparer les personnes qui ont été sinistrées, qui viennent de perdre tout leur logement, etc. et toutes leurs affaires, des badauds. Comme ça, pour les reloger, c'est beaucoup plus facile. 5 habitations brûlées, 5 familles à la rue. Cela signifie 50 personnes à reloger dans l'urgence. Sur place, c'est le maire de la commune en personne qui va tout organiser. Cette nuit, vous allez être hébergés dans l'école ici. On va vous installer des lits et on essaiera ensuite de trouver une solution plus durable. La solution, une nuit à l'école la plus proche où des matelas ont été entreposés. J'ai tout perdu, même ma mère, on a tout perdu. Comment vous allez faire maintenant? Je sais pas. Je sais pas comment on va faire. Gwent vit en Guyane sans papier depuis 13 ans. Comme elle, 40 000 personnes résident illégalement dans ce département. Il y a une immigration très forte, je dirais même une immigration irrégulière du Suriname vers la Guyane et en particulier donc, le territoire de Kourou. Un des enjeux de la Guyane consiste à éradiquer ces poches de bidonville. Avec fermeté, nous devons aussi mettre fin à cette immigration clandestine. Le logement, un problème récurrent en Guyane. Près de 30% de la population vivrait dans de véritables bidonvilles, des habitations de fortune, sans existence légale. Makouria, un petit village à 10 km de Cayenne. Voilà des années que des habitations illégales ont fleuri sur un terrain privé. Les habitants doivent aujourd'hui être expulsés, alors les gendarmes ont été appelés en renfort. On va arriver par là. Et ce que vous souhaitez derrière, c'est qu'on se positionne à quel endroit aux accès. Et c'est principalement cette partie-là qui fera l'objet de l'expulsion.
La mission des gendarmes, maintenir l'ordre pendant une expulsion qui risque d'être très tendue. Des actions en justice ont été engagées depuis 2005 par le propriétaire du terrain. Et là, donc, finalement, en 2013, nous arrivons au dénouement de cette affaire avec l'autorisation du concours de la force publique pour expulser les personnes. Cette route mène au quartier dit de la Savane bordelaise. Le terrain s'étend sur plus de 10 hectares. Près de 50 familles s'y sont installées il y a plus de 10 ans. 5 d'entre elles doivent être expulsées aujourd'hui. On va être obligé de faire votre expulsion là. Est-ce que vous avez un endroit où aller? Attendez, monsieur le gendarme, s'il vous plaît, nous avons des droits. Oui, oui. Je vous en supplie, laissez-moi le temps d'appeler mon avocat qu'il vous parle. On a eu votre avocat au téléphone, madame. Quand Il nous a téléphoné cette semaine, on s'est expliqué avec lui, madame. Et donc maintenant, il faut laisser faire l'huissier. On a une décision de justice, madame, qui est applicable, exécutoire. Mais l'occupante ne veut pas partir. Elle s'appuie sur le seul document dont elle dispose, une déclaration d'impôt. Je comprends que ça vous déplaise. Maintenant, on va essayer de faire... C'est pas que ça me déplaise, c'est qu'il y a Non, de mais la madame, triche. laissez-moi. Madame. Regardez, j'ai payé mes impôts en 2004. Madame, ça change en rien. 2004, Madame. avant que lui, on lui attribue Madame. cette terre. J'ai des preuves que nous sommes là avant. Madame, ça ne change rien. Moi, je suis là pour exécuter une décision de justice, d'accord? Donc, J'ai le droit un peu de dignité quand même. madame, je vous dis, c'est pas une question de dignité. On est dans une phase d'expulsion, on est dans une phase de procédure. Autour de la maison, les voisins commencent à se rassembler. Car le mari de l'occupante fait du scandale. C'est facile à remplir. Moi, je veux un vrai papier officiel avec un titre de propriété. Vous jamais vous m'avez montré un titre de propriété. Jamais. Escroc. Ouais, c'est ça, tu peux partir, hein. Les voisins sont inquiets. Tous habitent des maisons clandestines. Et là, ils vont mettre où là? Où les gens? C'est pas un chien, c'est pas un animal, hein, ce sont des êtres humains qui sont là. Hein. Non, mais en plus, cette décision, ça n'a pas été rendue par le tribunal de grande instance de Cayenne. Vous n'imaginez pas un instant que le préfet accorde le concours sans examiner un minimum le dossier tout de même. Oui. 15 minutes se sont écoulées quand les déménageurs investissent la maison. Lui, il est comme un robot, programmé pour casser. Nous, on est programmé pour arrêter les choses. Lui, il revendique. Les gens s'opposent, mais ça fait 8 ans que les choses durent. Et ça fait 8 ans, effectivement, qu'ils s'imaginent pouvoir acheter un sursis supplémentaire. Maintenant, la décision, elle est définitive. Et voilà, donc l'huissier est là pour la faire exécuter. Monsieur l'huissier, vous êtes là pour voir que tout va bien. L'huissier passe alors à la deuxième maison. Prévenu par le voisinage, cette famille a même préparé un comité d'accueil. Alors, nous, donne nous habiter. Et c'est Non, mais ça, je peux pas te le donner. Écoute, nous va je dormir pense qu'on ici. on te l'a dit suffisamment. Quand même. Aujourd'hui, il faut déménager. Donc on veut vous voir mettre des meubles sur le toit de votre voiture et déménager. Ok, allez ailleurs, c'est prévu comme ça, d'accord? Et après, vous démontez tranquillement, petit à petit. Mais plus dormir ici, quoi. C'est fini ça. Il reste encore 3 familles à déloger. Dans le village, la tension monte, car les déménageurs entrent en action et investissent une 3e maison. Les habitants décident de faire bloc. Laissez passer les déménageurs. Donc moi, je vais être obligé de demander à la force publique de procéder à votre expulsion. Donc laissez rentrer les déménageurs pour que les choses se passent bien. Je vous demande de sortir en fait. Hein. Vous avez rien à faire là? Non, vous attendez pas, vous sortez s'il vous plaît. On commence pas à mettre les enfants là-dedans, parce que sinon ça va mal se passer. Moi je suis là pour que ça se passe bien, ok? Donc s'il vous plaît, hein, soyons raisonnables. Bon allez, il faut sortir s'il vous plaît. Hein. Allez, vous sortez s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous sortez. Hein. On n'est pas, voilà, vous laissez passer, vous laissez faire laissez travailler les déménageurs. Hein. Meubles, vêtements, effets personnels. En quelques minutes, toute la maison est vidée sous les yeux du quartier. Mais au moment de partir, des résidents décident de barrer la route aux déménageurs. C'est quoi cette bagnole en travers? Moi, on la prend, on débloque le frein à main, on la pousse en avant, et les déménageurs, on essaie de se dégager déjà. Ok? On va pas se retrouver. Allez, hop, allez, poussez tous. Les habitants sont maintenant décidés à stopper l'expulsion coûte que coûte. Avec cette barricade improvisée,
Ils bloquent l'accès aux autres maisons du quartier. Pardon? Bon, maître, il faut y aller. Ouais, bon, écoutez, nous on est calme depuis le début, vous restez là-bas. Voilà. Obéissance à la loi. Dispersez-vous. L'atmosphère est tendue. Pour ne pas créer d'accident, les gendarmes décident de se retirer dans l'ordre. Mais mauvaise surprise, la sortie du quartier est elle aussi barrée. Une nouvelle voiture au travers de la route bloque le convoi. Arrêtez votre connerie là. Mais qui est là la voiture là? Allez, on pousse la voiture là. Et qui est cette bagnole là? Bon monsieur, vous vous levez s'il vous plaît. On va pas y passer 100 000 ans. Ah ben moi je m'en fous hein. Bon, ben vous vous emmenez, hein, on va vous arrêter. Ouais, J'ai glissé, il m'a poussé avec son camion. Ouais, ben je sais bien, je sais bien. Il y a 50 témoins qui m'ont vu pousser avec son camion. s'est arrêté. Témoins pas vrai. S'il vous plaît. Alors oui, ils m'ont poussé, alors c'est bon, tu dégages. Donc c'est simple, hein. Soit vous trouvez les clés, soit on pousse la bagnole. Allez. Les habitants multiplient les obstacles. À peine la voiture dégagée, les gendarmes aperçoivent une nouvelle barricade à quelques mètres de là. Et pendant que certains résistent, d'autres essaient de contacter le préfet pour obtenir un nouveau sursis à l'expulsion. C'est chez moi là, ici. Un responsable de l'association Droit au logement va parvenir à contacter le chef de cabinet du préfet. Celui-ci n'a aucun pouvoir sur la décision de justice. Mais devant la pression, il va décider de retirer les gendarmes, ce qui la rend impossible à exécuter. Bon ben d'accord. Là on lève le barrage, je vais les organiser maintenant. Je vais les organiser tout maintenant, la liste des gens et tout ça. C'est ce qu'on voulait. D'accord? Oui, ça s'est calmé, ça y est, on lève le barrage, on laisse partir les forces de l'ordre. D'accord. Merci, monsieur. Provisoirement, je suis soulagé. Pour la journée, disons, moi ce soir, je vais dire que j'ai encore mon toit pour la nuit. Et puis après, j'espère récupérer mes affaires et puis qu'on trouve une solution. Ces familles pourront rester dans leur maison clandestine pour quelque temps encore. Vivre en Guyane a aussi ses bons côtés. Alibert, malgré son jeune âge, est chasseur. Il nous invite à une chasse un peu particulière, l'iguane, un des mets les plus recherchés. Tranquille. Elles viennent ici pour en prendre et elles viennent manger sur les arbres. Donc c'est plus facile par ici parce qu'elles aiment bien les bambous et l'environnement. Ce coin de forêt est son terrain de chasse. Une jungle épaisse où les iguanes se camouflent à la perfection. Seul un œil entraîné peut les repérer. Regardez bien toute bête. Mais le chemin est parsemé d'embûches. La forêt est infectée par tout type d'insectes. Il y a beaucoup de moustiques par ici. Les gars, faites gaffe, il y a une guêpe. Ces guêpes peuvent être extrêmement dangereuses. Alors les jeunes se protègent avec les moyens du bord. La traque commence et en quelques minutes, rapidement, les jeunes adolescents ont repéré une proie et dégainent. Il s'agit d'un petit calibre, mais mortel. Il est où? Je l'ai eu. Les gars, en bas. Il monte. Jusque là-haut. Il va sauter, là-bas. À terre, il faut. Continue. Leur proie tente de s'échapper, mais ces jeunes chasseurs ne lui laissent aucun répit. Tu la vois? Elle rentre dans la touffe là. Quelle touffe? Devant toi. L'iguane s'est volatilisée. Bon, on a perdu là. On va continuer le chemin. Venez. C'est pas grave. Mais quelques minutes plus tard, un des jeunes repère une nouvelle proie. Doucement, cours pas. Les iguanes vivent dans les arbres. Nos chasseurs sont concentrés. Les gars, c'est un bimal. Tiens, il est beau par contre. Hein. Oh déjà, bon, les je gars. vais tirer. Elle monte. Moi je l'attends. L'iguane est mortellement touché. Il tombe au sol juste au pied des chasseurs. Bon ben voilà. Voilà, c'est un trou de balle.
fait mal. C'est du bon travail, ça. Un trophée de taille. La longueur, on va dire environ 1 mètre. Le poids, moins d'1 kilo. Et on est content, vu qu'on a un truc à manger pour ce soir, pour le préparer tranquille. Bon, ben c'est bon, messieurs. Tranquille, quoi. C'est bon. Vous savez, là, moi, On allez, est moi, bon. des bêtes. Quand on va à la chasse, on ne tourne pas les mains vides. Hein? Voilà, quoi. L'iguane sera servie le dimanche à la table familiale, comme le veut la tradition. Orpaillage, immigration clandestine, mouvements sociaux, la Guyane a parfois des allures de poudrière. Alors les gendarmes ont installé à Cayenne une unité spécialisée, le groupe de peloton d'intervention, le GPI. Nous sommes dans les faubourgs de la ville. Ces hommes sont issus de l'élite. Par mesure de sécurité, ils resteront anonymes, mais ils nous ont autorisés à suivre leur entraînement. Nous allons utiliser le jet ski, qui est notre petit plus lors des interventions de vive force sur des pirogues brésiliennes. Sa capacité à pouvoir atteindre une vitesse allant jusqu'à 90 à 110 km/h nous permet de rivaliser avec les plus gros moteurs hors-bord montés sur différentes embarcations. Les hommes du GPI sont rompus à toutes les missions. Ce matin, simulation d'une arrestation de Garimperos embarquée à bord d'une pirogue. Derrière elle, les gendarmes lourdement armés. Et maintenant, c'est parti. Sylvain, pirogue à terre. Le jet ski plus rapide se lance à sa poursuite et la garde à portée de tir. En quelques secondes, la pirogue est atteinte. Le pilote du jet ski effectue alors une manœuvre très technique et périlleuse. Cette vague, créée par le jet ski, est destinée à remplir l'embarcation d'eau et déstabiliser les occupants qui se délestent du maximum. Gendarmerie, arrête-toi! Arrête-toi! Gendarmerie nationale, arrêtez-vous! Gendarmerie nationale, arrêtez-vous! Un abordage dans les règles de l'art. En quelques secondes, les fuyards sont immobilisés et arrêtés. Mais l'intervention contre les orpailleurs n'est pas la seule spécialité du GPI. L'exercice suivant consiste à prendre d'assaut le domicile d'un criminel armé. Les conditions doivent être le plus proches possible du réel. Ces balles marquantes permettent même des échanges de tirs. Des armes d'entraînement qui nous permettent de travailler avec des billes, donc soit de couleur, comme celle-ci, ou alors des billes de plastique. Ça va pouvoir permettre d'effectuer des tirs sur des personnes, sur des cibles vivantes, et donc de rendre l'exercice beaucoup plus réaliste. Gilet, casque, visière, tout est par balle. Un équipement complet qui pèse 23 kilos. Les hommes embarquent sur le véhicule d'assaut. Pendant ce temps, le faux malfrat tient son rôle, endormi dans un coin reculé de l'appartement. Donc là, il faut se mettre dans le contexte. On arrive, il est 6 h du matin. On arrive dans un véhicule banalisé pour s'approcher au plus près et le plus discrètement possible de notre objectif. L'équipe avance à pas de loup. Chacun de ces hommes a une place bien précise et ceux de tête sont les plus exposés. Le triangle bouclier arrive au niveau de la porte, va tester la porte. Elle est verrouillée. On va avoir besoin de la cellule effraction avec le geste suivant. Pour ne pas se faire repérer, pas un mot avant l'assaut. Ok, individu interpellé, blessé. Allez. C'est bon, monsieur? Venez voir. Venez voir. Là, c'est une très bonne position, d'accord? Plutôt que de rester dans le couloir face à la menace, d'accord? Eh bien, on vient chercher la protection et on reste en appui avec une protection. Un entraînement nécessaire, car en Guyane, le GPI doit régulièrement faire front à ce genre de situation. Cayenne, caserne de la Madeleine. Le groupe alerte du GPI doit rejoindre la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, à 250 km de là. Toute sirène dehors,
il ne faudra qu'1 heure et demie pour rejoindre la ville. Car le temps presse. Il faut qu'on soit de suite réactif, hein. On a un groupe d'alerte, il faut que dans la demi-heure on soit parti. C'est la seule unité du département capable d'effectuer des arrestations musclées. Cette bande vient du Suriname voisin. 7 criminels armés, dangereux, coupables d'extorsion et de braquage. 2 d'entre eux viennent d'être repérés dans un quartier sensible de Saint-Laurent-du-Maroni. Seul un fleuve sépare la ville du Suriname. Alors pour échapper à la police, la bande n'hésite pas à franchir régulièrement la frontière. Lors d'un vol à main armée, un passant a même été blessé par balle. Les hommes du GPI ont rendez-vous avec les enquêteurs de la brigade de recherche qui poursuivent les braqueurs. Salut Jean-Luc. Salut. Ça va bien? Salut. Bonjour. Les témoins nous reconnaissent donc 2 individus formellement. Déjà un qu'on reconnaît comme étant qui fait l'objet déjà d'un mandat d'arrêt. D'accord. Et pour quel fait pour des faits de vol à main armée également. D'accord. Sur Saint-Laurent. Roel, donc Ouais. lui également donc reconnu formellement. D'accord. Individu donc qui est sur les lieux est avec des restas et qui maintenant apparemment s'est rasé la tête. Les individus sont tous identifiés. Mais pour les interpeller, les gendarmes veulent profiter d'un effet de surprise. Le lendemain, 5 heures du matin. Le GPI, armé et au grand complet, se prépare à fondre sur la maison où se trouveraient les suspects. Ultime briefing avant l'interpellation. Pour information, a priori dans cette habitation logerait un couple avec 6 enfants et 2 rastas, 2 hommes type rasta. S'il y a plusieurs personnes à l'intérieur de la villa, on interpelle tout le monde, on met tout le monde au sol, on sécurise tout le monde, donc menottage, sécurisation. Et ensuite, après identification des individus, soit il nous demandera de le maintenir sous notre garde, soit on libérera l'individu s'il n'est pas concerné par l'affaire. Grâce à ces photos, le groupe d'alerte a mis au point un plan. Débarquement de tout le personnel, mise en place du bouclage. Nous, on forme la colonne d'assaut rapidement et on va se mettre en place au niveau de la porte qui est ici. C'est le moment de s'équiper. Mitraillettes, gilets pare-balles, casques et outils d'effraction. Départ pour la maison où se cacheraient 2 membres de la bande. Forcément, c'est le moment où on se concentre sur la mission qui nous attend, donc sans parler de stress excessif, mais après il y a toujours la petite montée d'adrénaline. Et donc là, chacun un petit peu dans sa tête revisite le déroulé de l'intervention. Allez, débarquer, pour tous débarquer. 6 heures du matin, top départ. Les hommes avancent dans un silence total. Allez, on pousse. Allez. Aussitôt entrés, les gendarmes saisissent sans mal un premier individu. La fouille de la maison se poursuit, arme à la main. Un deuxième homme dort encore dans la dernière pièce de la maison. Il y a un individu menotté ici. Mais il ne s'agit pas des cibles. Lui, il correspond ou quoi? Comment ton nom? Mon carte d'identité ici. Okay. Comment? Où est-ce qu'il est? C'est dans mon sac là. Ouais, donc pour tous, interpellation de 2 individus à l'intérieur de la maison. A priori, ça ne correspond pas à nos targets. Par contre, on se pose la question de la baraque à côté. Par acquis de conscience, les gendarmes vont fouiller la maison mitoyenne. On va réarticuler le dispositif et on va taper la maison qui est juste à côté avec la porte bleue. Mettez-vous au sol. Allez, face contre terre. Allez au sol. Allez, on rentre là, les gars, on rentre, allez, on y va. Moi, je n'aime pas ça. Non, je n'aime pas ça. J'ai mon fond. Je n'aime mon fond. Je n'aime mon inquiétez pas, monsieur. Non, je n'aime pas ça. Quand on ne sait pas qui sort, on le fait. Non. Moi, je n'aime pas ça. Mais ici non plus, aucune trace des criminels recherchés. Les enquêteurs ne sont pas dupes. Ils sont certains que le quartier couvre les fugitifs. Seule solution, mettre la pression. Non, qui c'est qui vient dormir ici? Personne. Pourquoi tu crois qu'on est là? Pourquoi tu crois que les collègues sont là? Moi, je sais pas, moi. Tu sais pas? C'est pour ça que je vous demande. C'est pour ça que je vous demande. Moi, je te pose une question.
Justement, gars. Je te pose une question. On va le mettre dans le véhicule. Moi et mon cousin seulement. Tu restes là, toi. Réponds-moi. Moi et mon cousin. C'est un menteur, toi? Qui, moi? Ouais. Regarde ma carte d'identité devant toi. Ouais, mais je te pose une autre question, là. C'est pas ta carte d'identité? C'est pas marqué menteur dessus? Non, c'est pas marqué menteur. Alors? Bien qu'apeuré, ce jeune ne délivre aucune information aux enquêteurs. Dans tout le quartier, c'est la loi de l'omerta. Dernièrement, il y en a qui sont passés, non? Là, dernièrement. Moi, je travaille. Ouais, parce que le problème, c'est que si vous hébergez des gens... Moi, ça va être- pas moi. Moi, c'est mon enfant avec ma femme. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui hébergent des voleurs. D'accord? Voilà, mais Et ça, c'est pas bien non plus. moi, je dis, D'accord. s'ils sont fait des bonnies, c'est pas moi. Il y a des gens qui sont pas clairs qui viennent chez toi, il faut nous le dire. Les gendarmes repartent bredouille. Pourtant, ils sont persuadés que les suspects sont à Saint-Laurent. Quelques jours plus tard, rebondissement. Un informateur de la gendarmerie aurait de nouveau croisé les fuyards dans le quartier. Ils sont armés. Pour les hommes du GPI, pas le choix. Il faut monter une nouvelle opération coup de poing. Les criminels seraient cachés dans une petite cabane. India, progression. Progression. La brigade repère le point faible de la maison. Une petite porte facile à ouvrir. Allez, go, 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 go. Allez. Allez, ça rentre, ça rentre. Une seconde porte bloque l'avancée des gendarmes. Allez, go. Derrière. Allez, à gauche. À droite. En quelques secondes, toute la maison est investie. Mais mauvaise surprise. Ouais, c'est vide là. Malgré la lumière allumée, personne à l'intérieur. Le domicile était vide. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y avait une lumière allumée. Donc, est-ce qu'il s'est échappé avant qu'on arrive? Est-ce qu'il est parti quelques temps avant? Ou alors il est dans le coin, donc ce qui fait qu'on va maintenant fouiller un peu plus la zone, un peu plus intensément, j'ai envie de dire, pour voir s'il ne s'est pas planqué, quoi. C'est quelqu'un qui a l'habitude, qui est en cavale depuis plus de 2 ans, ce qui fait qu'il a l'habitude de bouger régulièrement d'endroit. Donc des fois, une information qu'on a, elle est déjà obsolète. Donc c'est l'inconvénient. Une fois encore, les gendarmes vont devoir faire le tour de toutes les maisons du quartier. Mais cette fois, ils vont avoir de la chance. Un jeune homme vient d'être interpellé pour défaut d'identité. Il s'agit du frère d'un des fugitifs. Écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. Écoute-moi, c'est moi qui Moi, te je parle. cherche pas les problèmes. Oh, Ok. toi, c'est moi qui te... Arrête de parler comme ça, c'est pas bien. Si on a besoin de t'emmener, on t'emmène. Donc tu te calmes, si on a besoin de t'emmener, on t'emmène et on te ramènera. D'accord? L'homme n'a rien à se reprocher, mais les gendarmes décident de procéder à son audition. On a besoin de l'avoir, avant qu'il fasse des bêtises beaucoup plus graves que celles qui sont faites et qui sont importantes. Donc on a besoin, nous, de savoir exactement où il se trouve. Donc voilà l'intérêt pourquoi on t'a demandé de venir chez nous, pour que tu nous files des rances. Voilà. Ok, tu as compris un petit peu le sens de notre démarche? Oui. Voilà. Peut-être je l'ai dit. Donc je comprends que tu t'es énervé un petit peu au départ, mais il faut aussi comprendre que nous, de notre côté, on ne peut pas non plus laisser comme ça ton frère continuer à faire des choses très graves. Oui. Hein, voilà. Ouais, surtout qu'il a dit qu'il n'était pas très cool avec eux, quoi. En plus, si avec vous, il n'est pas sympa au niveau de la famille, il vous tape, qu'est-ce qu'il fait comme, Mais le jeune homme, effrayé par son propre frère, ne lâchera rien. Ouais. Enfin, même violent. Donc voilà. Bon, on va le ramener. On compte sur toi, Gisèle, pour que tu nous tiennes au courant et que tu nous dises exactement où il se trouve. D'accord? Une fois encore, c'est la loi du silence. Aucune information utile pour la capture de son frère. C'est l'ennemi public numéro 1 sur Saint-Laurent. Le principe en fait de ces individus qui sont toujours aux aguets, eh bien, c'est de dormir une semaine à un endroit, puis après de trouver un logement ailleurs chez des amis, de poste en poste comme ça pour un peu brouiller les pistes, puisque c'est un individu qui se sait recherché par les autorités judiciaires. La bande de braqueurs n'a pas été encore arrêtée.
Sautant d'un pays à l'autre, elles conservent toujours une longueur d'avance sur les enquêteurs. Un environnement criminogène, des conditions extrêmes. La Guyane est aujourd'hui un des terrains d'entraînement les plus complets pour les unités d'élite du monde entier. Légionnaires, Navy Seals, services secrets viennent ici se former au combat dans la jungle. Cet escadron de gendarmes mobiles vient de Chambéry pour une mission de 4 mois. Allez, en position! C'est le premier jour de leur stage d'initiation aux conditions particulières de la Guyane. Et le premier contact avec le terrain est plutôt musclé. Perche en haut. Mais ce premier exercice n'est qu'une mise en jambe. Ces nouveaux arrivants ont 4 jours pour assimiler toutes les techniques spécifiques à la Guyane. Des techniques plutôt dépaysantes. Ok, préparez-vous, après le virage, on saute. Ce matin-là, les stagiaires doivent se former à l'arrestation de Garim Perros à bord d'une pirogue. Faut être prêt, vous n'étiez pas prêt là. Quand je vous dis préparez-vous, vous êtes collés, prêts à sauter, d'accord? Quand je dis sauter, vous sautez. Pour les stagiaires de Chambéry, l'exercice continue. Sautez! Sautez! Ils doivent maintenant apprendre à plonger en eau trouble, chargés d'un barda de plus de 9 kilos. Ces gendarmes pourraient tomber à l'eau lors d'une course-poursuite. Sautez! Première chose à faire, se regrouper en attendant les secours. Les hommes doivent alors faire preuve de résistance. Ensuite, la remontée à bord est tout aussi compliquée. Voilà, comme ça, c'est bien. Vas-y, arrache-toi, vas-y. Allez, mieux. Allez, mieux. Un exercice bien plus difficile qu'il n'en a l'air. Donc là, la difficulté, c'est le gilet. Il fait à peu près 9 kg. Et on a 2 grosses plaques par balle, une devant, une derrière. Et cette plaque, elle bloque la montée sur le bateau, en fait. Là, il y a un rebord. Et en fait, souvent, elle prend en butée. La journée touche à sa fin. Avant de rejoindre le camp où ils vont passer la nuit, l'escadron mobile apprend à se laisser dériver en grappe. Un exercice utile pour la traversée des nombreuses rivières. La Guyane, c'est la dernière terre d'aventure. Donc ça sort du quotidien du gendarme en métropole. Donc avec son climat, les dangers que peut représenter la forêt, c'est un milieu hostile. Donc c'est une petite montée d'adrénaline et c'est sympa. C'est dans cet environnement hostile que les hommes de l'escadron mobile de Chambéry vont passer la nuit à la Belle Étoile. Donc sous cette bâche, vous allez pouvoir dormir, vous allez pouvoir manger. C'est un peu comme votre maison. Hein. Pour seul mobilier, un hamac avec moustiquaire. On ne dort jamais au sol en Guyane, jamais, jamais, jamais. Il y a une multitude d'insectes, surtout la nuit. Tout ce qui est fourmis rouges, après on se fait dévorer de partout et c'est infâme, quoi. C'est douloureux et on risque des infections par derrière parce qu'on a tendance à se gratter beaucoup jusqu'au sang et c'est très dangereux. Ici, un confort spartiate, mais après une rude journée, on y trouve toujours des avantages. Quand on voit le milieu où on est, ouais, ça donne envie. C'est toujours plus confortable que de dormir à droite à gauche sous la flotte ou comme ça. Au moins on est au sec. Ok les gars, maintenant vous dépêchez là, vous montez vos bivouacs. D'accord? Prenez la douche rapidement, je veux plus voir personne, vous dormez tous. Sous cette pluie équatoriale, les gendarmes installent leur campement et se préparent pour la nuit. Une nuit qui tombe à 19 h sous cette latitude. Il est 22 h. 2 gendarmes sont censés entamer leur premier tour de garde nocturne. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Là, il est 22 h 20, il peut y avoir une garde depuis 22 h. Là, il n'y a toujours personne.
Donc on va monter au camp et tirer un coup de feu pour les réveiller. Sans doute épuisés, les 2 gardes se seraient endormis dans leur hamac. La faute est grave. En mission, tout l'escadron serait mis en danger. Vous démontez le hamac. Il vous servira pas cette nuit. Le risque c'est que les adversaires s'infiltrent sur le camp, piquent du matériel au mieux. Et au pire, vous piquent vos armes, vous braquent, vous dépouillent. Le risque il est réel. Les adversaires ils sont partout au milieu de la jungle. On est chez eux, on n'est pas chez nous. Les gendarmes vont mettre plus de 10 minutes pour se réveiller. La punition promet d'être mémorable. Allez, rapide, rapide. Donc la mission elle n'est pas remplie. On vous donne pas grand chose à faire, on vous demande juste de faire une garde, d'être là à l'heure. On claque un coup de feu, vous mettez 10 minutes pour sortir de vos hamacs. Jamais vous le ferez ça. Réveille là. Vous pouvez pas être fatigué, c'est pas possible, on n'a rien fait encore. Donc vous en doutez, on va passer un petit moment ensemble. Allez, chaque mission, vous allez vous en rappeler. La sanction est loin d'être terminée. Elle est aussi destinée à leur rappeler que les conditions en jungle n'ont rien à voir avec celles d'une forêt alpine. Nous filmons en caméra infrarouge. Sous la canopée, en réalité, le noir est total. Pas un bruit, je veux rien entendre. Allez les premiers là, on s'arrête pas, venez vers moi là. Les gendarmes se guident à l'aveugle, uniquement au son. Passe au sol. Suite de la punition, une 50aine de pompes. Allez, 31, 32, 33. Qu'est-ce que vous faites là? Allez. Ok, faites 2 lignes, face à face. Un seul mouvement, allez on s'aide. Oh, vous pouvez pas craquer au bout de 22 là, vous rigolez ou quoi? Allez les gars. Allez. 3. Allez. Touchez. Debout. Touchez. Debout. Touchez. Et maintenant on me suit. Oh, vous êtes où là, allez. La punition est rude, mais l'enjeu vital. La Guyane demande une condition physique parfaite. À quelle heure elle commence la garde? À quelle heure elle commence la garde? 22h. À quelle heure? 22h. S'il y a un coup de feu, on fait quoi? On bouge son cul. On met pas 10 minutes pour sortir du hamac. Prochaine erreur dans la nuit, vous dormez plus. Jusqu'à demain soir, on passera la nuit ensemble. Dans les armes, les gars, on va voir la garde là-bas vite fait. 8 h du matin, nouvel exercice. Les stagiaires vont devoir prendre d'assaut un site d'orpaillage. Là, on les met en situation d'un cas concret, en fait, parce que dans quelques jours, dès qu'ils sortent du stage, ils sont sur le terrain. Donc, ils peuvent être amenés à faire ce genre de mission dans la foulée. Les hommes avancent de quelques kilomètres dans la crique Kunana. Leur mission, trouver et occuper un carbet de Garimperos, une habitation de forêt. Alors, tu recules un tout petit peu, tu prends légèrement à gauche, là, dans le trou. Non, à droite, ce sera mieux. Ok, c'est bon. Donc la mission commence ici pour vous. Investir un site d'orpaillage est une prise de risque de tous les instants. Dans la forêt équatoriale très dense, le danger peut survenir à n'importe quel moment. Un tireur embusqué peut être caché à seulement quelques mètres. Alors il faut d'abord sécuriser la zone, avant même de chercher le site. Donc là, ils sont à la recherche d'un layon. Donc un layon, c'est un itinéraire où circulent régulièrement des personnes à pied, donc ils laissent des traces. Donc leur objectif, c'est d'essayer de repérer ce layon. Un layon, un petit chemin tracé dans cette végétation par les allers et retours des Garimperos. Bien observer la végétation. Donc il arrive qu'on voit des choses comme ça, là, on a une branche complètement cassée. Donc ça va indiquer une direction de marche. Une pluie torrentielle commence à tomber. Chercher la cible dans ces conditions est encore plus éprouvant. C'est une première donc, pour les stagiaires. Donc c'est vrai qu'ils éprouvent de la difficulté, ils ont du mal à se repérer. Ou des racines qui montent, donc on se prend les pieds dedans. Difficile de regarder devant parce qu'il faut regarder où on met les pieds. Donc c'est vraiment compliqué de progresser. Soudain, derrière quelques branchages, le carbet. Une cabane de forêt. C'est ici que vivent les Garimperos.
Sans perdre de temps, l'attaque est déclenchée. Une arme est retrouvée dans le carbet. Mais les gendarmes vont avoir une autre urgence à gérer. Cette militaire joue le rôle d'une femme Garim Perrault blessée. Pour les stagiaires, changement de priorité. Ils doivent la secourir. La blessure de serpent est habituelle dans la jungle. Faire du cas concret, les gars. En quelques minutes, toute la zone est sécurisée. Mais les stagiaires doivent aussi apprendre à gérer des embuscades. Des situations rares, mais qu'ils sont susceptibles de rencontrer. Un formateur les attend cachés dans la forêt. Il va simuler une attaque par un coup de feu à balles réelles. Un des gendarmes simule une blessure par balle. Arnaud, compte rendu, qu'est-ce que nous raconte? Y a rien à signaler, je vois personne. Les gendarmes ne trouveront aucune trace du tireur englouti par la végétation. Il faut maintenant s'occuper du blessé. Allez les gars, on groupe là. Vous allez chercher le blessé, vous le ramenez. En sûr. Ok, c'est bien pris, on bouge. Allez Alpha. Arnaud, à moi. Il y en a un qui peut prendre le secteur de tir devant, là. C'est Bravo qui prend devant. T'es touché où? Devant. Oh. Charlie, Le thorax, à gauche. le thorax. J'ai mal. Hein. Bravo, vous restez en appui face à la direction dangereuse. Il faut d'abord éloigner le blessé de la ligne de front pour le protéger. Ok pour tous, on se regroupe autour de la victime en 360. Ok, une trousse de secours s'il vous plaît. Allez, Charlie Delta, venez là. Et enfin, lui prodiguer les premiers soins. Regarde ça traverser, mais laisse le sac. J'ai du mal à respirer. J'ai du mal à parler. Ouais, j'ai mal. Parlez pas. Difficulté à parler, j'ai pas trouvé d'autres blessures derrière, la balle est pas ressortie. Je sais pas là. Problème, en plein milieu de la jungle, aucun hélicoptère ne peut se poser. La seule clairière susceptible de permettre l'évacuation d'urgence est à 150 mètres de là. Attention pour lever. Levez. Il faut déplacer le blessé sur un brancard improvisé. Posez. Attention. Allez les gars. Ok. Allez. Attention la feuille d'arroir. Mais après les pluies de la nuit, le terrain est extrêmement accidenté et glissant. Allez. On va faire passer le brancard. Allez, venez ouvrir le banquet. Des marécages infestés d'insectes, des troncs. Au risque de se blesser, tous les hommes doivent se relayer au transport de leurs camarades. Resserrez. Revenez là, on va arriver en mouvement pour pas avancer. Allez, prenez au milieu. 1, 2, 3, allez. La progression est lente. Il leur faudra presque 1 heure pour parcourir 150 mètres. Ok, c'est roulant. Dès qu'il y a un blessé qui est immobilisé, qui peut pas marcher, c'est pratiquement infaisable sur des grandes distances, quoi. Dernier obstacle à franchir, la rivière. On l'appelle ici une coupure humide. Le blessé doit passer la coupure humide sur un radeau. D'accord? Vous démerdez. Vous avez du bois, vous avez du matériel dans vos sacs. D'accord? Il ne doit pas être mouillé. Un sac, les gars. Envoyez les sacs. Tous les sacs à dos sont regroupés pour être utilisés comme flotteurs. Le radeau rudimentaire est bientôt prêt à être mis à flot. Vous voulez pas le tourner? On met dans l'axe. Attends. Attendez. Qui reprend là. Allez, on lève, on tire, forcez pas. Il faut faire vite. Chaque minute compte pour multiplier les chances de survie du blessé. La traversée commence. Le radeau semble tenir. Un bon point pour les stagiaires. Tout propre, Sadio. Le blessé est en zone sûre. C'est ici que les hommes pourront l'embarquer et l'emmener à la base. Bonne manipulation, je pense que ça a vraiment fait toucher du doigt la difficulté des progressions en forêt équatoriale et surtout toucher du doigt qu'il faut travailler un maximum en sécurité, éviter d'avoir
un blessé, parce que là ils ont vraiment galéré, je pense qu'ils vont mieux dormir ce soir. Dans 2 jours, ces hommes et femmes seront confrontés à leurs premières missions opérationnelles dans ce milieu hostile. Retour à Cayenne. En 2012, 46 meurtres et 44 tentatives ont été commis en Guyane. C'est le département le plus meurtrier de France. Législation laxiste sur les armes et forte présence de clandestins en forêt expliquent en partie ces statistiques. Beaucoup de ces homicides sont perpétrés en toute impunité dans les profondeurs de la jungle guyanaise. Le décor est souvent le même, les villages de Garimperos. Novembre 2012, une dispute éclate en forêt. Un homme en tue un autre d'un coup de fusil. Le meurtrier est aujourd'hui en fuite. L'enquête est confiée à la section de recherche de Cayenne. Aujourd'hui, les gendarmes retournent sur les lieux du crime. L'adjudant-chef Fabrice Delémont doit reconstituer l'homicide et découvrir le mobile du meurtrier. Donc ici se trouvait le cabaret où l'individu a été tué. Il ne reste plus qu'un tas de bouts de bois. Et le corps est enterré un peu plus loin dans la nature. Seulement depuis le mois de novembre, la nature a repris ses droits. La présence des gendarmes a fait fuir les Garimperos. Il sera difficile d'obtenir des témoignages. Il y a encore des outils. Ils étaient en train de travailler. Apparemment, au moment où on est arrivé. Il y a des pelles encore là. Il y a des pelles. Elles sont sur place, donc elles sont posées là. Voilà. Visiblement, ils sont partis. Dès qu'ils nous ont vus, on pense qu'ils vont peut-être revenir là. Alors, l'adjudant-chef va devoir faire preuve de patience. Il doit attendre que les Garimperos se décident à venir à sa rencontre. Ah, bom dia. Tudo bem? Ah oui. Tudo bem? Já viu? Dia da morte. Si. Et nous sommes venus travailler sur le meurtre de... Le meurtrier n'est plus ici, il s'est échappé. Qui matou... Dis-lui qu'on sait qui c'est qui a tué. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est voir des gens qui ont vu quand ça a tiré. Et nous, on ne partira pas si on n'entend pas des gens qui nous disent on a vu le meurtre. On va commencer l'audition, comme ça c'est fait. Hein? Qui a vu? La réticence des Garimperos est palpable. Mais ils savent que leur intérêt est de collaborer avec la justice. Vis-à-vis des autres Garimperos, le fait d'être entendu, ça peut laisser suggérer qu'ils coopèrent avec nous et les mettre dans une situation un peu inconfortable. En fait, nous on part après derrière et eux ils se retrouvent seuls avec leurs copains avec des questions par dizaines. Et pourquoi et comment, qu'est-ce que tu leur as dit, et j'espère que tu n'as pas dit ci, j'espère que tu n'as pas dit ça. Ces Garimperos risquent leur vie en collaborant avec la justice. La cuisinière du camp est la première à être entendue. Elle va livrer aux enquêteurs ce qu'on en dit dans le village. Qu'elle nous raconte ce qu'elle sait. Avant les faits, D'accord. Donc avant les faits. ils étaient en train de boire dans un autre carbet. Oui, la même table. Et là, il y a eu une dispute et le meurtrier a dit à l'autre qu'il allait le tuer. Et il s'est passé quoi ensuite? Là, le meurtrier est revenu armé. Et donc il a tiré? Oui, quand il était plus proche de lui, il a tiré. L'identité du meurtrier est une fois de plus confirmée. Mais les enquêteurs veulent maintenant connaître son mobile. Un deuxième témoin va leur livrer des informations capitales. Ils s'étaient déjà disputés? Oui, pour un vieux truc. Et quelle était la raison de la dispute? Cela a commencé avec Manuel Zinho. Vous savez, celui qui a tiré. Ah, ils se côtoyaient. La victime était proche d'un certain Manuel Zinho. Pour les gendarmes, c'est le choc. Cet homme aujourd'hui incarcéré a été l'ennemi public numéro 1. Un véritable tueur, sorte de bandit de grand chemin. Il a durant 2 ans racketté les orpailleurs et tué 11 d'entre eux.
Le 2 juillet 2012, les soldats Stéphane Moralia et Sébastien Pissot, du 9e régiment d'infanterie de marine, tombent dans une embuscade tendue par Manuel Zinho. Ils périront et 2 gendarmes seront blessés. Il ne sera arrêté au Brésil qu'en mars 2013. Depuis, il croupit en prison. Oui, la première dispute a été avec Manuel Zinho. Et la victime était pote avec lui. Ils allaient partout ensemble. Et toute la confusion a commencé à ce moment-là. Manuel Zinho a donné un coup de couteau sur le futur meurtrier. Et c'est comme ça que tout a commencé. Le futur tueur est parti se soigner en ville. Et ensuite, il est revenu dans l'exploitation minière. À ce moment-là, Manuel Zinho n'était plus là. Il ne restait que la victime, son ami. Et du coup, il s'est vengé sur lui. Ça, vous le saviez déjà ou vous l'avez découvert aujourd'hui? Je ne savais pas. Je ne savais pas, là, on le découvre. L'ombre de Manuel Zinho plane toujours sur la jungle. C'est parce que la victime était proche de ce criminel que le meurtrier a décidé de la tuer. On a récupéré quand même des éléments qui sont intéressants pour l'enquête, pour comprendre un peu comment ça s'est passé et un peu figer cette scène de crime, parce qu'en finalement, on ne savait pas trop qui avait fait quoi, dans quelles conditions, et surtout les raisons pour lesquelles il a été tué. Maintenant, on le sait, on a compris. Le problème, c'est qu'on n'arrivera pas aujourd'hui à mettre la main dessus, et je ne suis pas sûr qu'on arrivera là ces prochains temps. Si tant est qu'il s'est pas arrêté au Brésil, c'est un peu mort pour nous, on va dire. Non. La plupart des homicides en forêt restent irrésolus. Mais les enquêteurs ne renonceront pas. Ici, même au cœur de la jungle, l'état de droit doit être respecté. Il faut que tout le monde comprenne qu'en forêt, on est sur la République française. Et il est hors de question que les gens ils tuent les autres sans que nous, on vienne les attraper. En forêt, on ne fait pas ce qu'on veut. Celui qui a tué est puni. Ces hommes écoutent les enquêteurs avec soulagement, car pour eux, la jungle n'est pas l'unique danger. Ce que j'aimerais, c'est partir. C'est ma première fois dans une exploitation minière. Je sais que la vie est très dangereuse ici. Le travail en soi est dangereux et dur. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de mauvaises personnes. On peut se fier à personne. Il y a beaucoup de criminels dans la forêt. Gilvan a passé 2 ans sur le site, sans jamais en sortir. Au Brésil, l'attendent sa femme et ses 4 enfants. Son rêve, leur faire changer de vie. Aujourd'hui, il accepte exceptionnellement de nous montrer sa vie dans la mine. Il commence par ce dont il est le plus fier, une partie de son petit trésor, jalousement caché. Ici, c'est l'endroit où je cache mon or. Et la raison de le cacher ici, c'est que j'ai peur d'être contrôlé par un gendarme et qu'il me prenne mon or. Ou que quelqu'un d'autre essaye de me le voler. Donc, je l'ai caché ici. C'est le peu d'or qu'il me reste. Il y a 2,5 grammes ici. Et c'est pas toujours que j'ai 2,5 grammes. C'est ce petit peu d'or qui va me permettre de m'acheter à manger. Et pour tout acheter ici, il faut de l'or. Si jamais je n'en ai plus, je pourrais rien acheter. Alors comment je vais faire pour me nourrir? Gilvan vit dans cette cabane en bois et en toile, un abri sommaire qui ne le protège pas des dangers constants de la jungle. Oui, c'est très compliqué, c'est dur. Par exemple, je dors ici tout seul. Imaginez si jamais un arbre me tombe dessus pendant le sommeil. Eh bien, c'est arrivé il n'y a pas longtemps dans une autre exploitation. Il y avait un enfant et une femme qui dormaient. Eh bien, ils sont morts. Moi, tous les jours, je risque la même chose. Comme lui, plusieurs hommes et femmes vivent et travaillent sur ce site. Ils nous emmènent là où ils se réunissent pendant les heures de repos. Ici, c'est le centre du site. On est 25 à vivre ici. Tous comme moi, ils sont venus à la recherche de l'or. Bonjour. Comment vous allez? T'as trouvé des pierres aujourd'hui? Mec, aujourd'hui pas grand-chose. Mais bon, ça avance. Et cette semaine, t'en as tiré au moins un petit sac? Un demi-sac seulement. D'accord, mais tu sais si c'est de l'or qui vaut le coup? Non, c'est pas du bon. Mais bon, on n'a rien d'autre à trouver ici. Et tu prévois de rentrer quand au Brésil? Écoute, je pense qu'à ça, mais j'ai pas encore les moyens financiers.
Le filon qu'il creuse s'épuise rapidement. Aujourd'hui, il fera la dernière tentative d'extraction. Exceptionnellement, il nous permet de l'accompagner pendant cette opération délicate. C'est ici l'endroit où on travaille, nous les orpailleurs. On cherche de l'or sous la terre. C'est dans ces puits rudimentaires que cet homme travaille tous les jours au péril de sa vie. Ici, c'est l'endroit où je travaille. C'est mon gagne-pain. Je dois creuser. Voici nos outils de travail. Ce filon est presque épuisé. Aujourd'hui, ce Garimpero doit décider si continuer à creuser en vaut la peine. C'est par là que je vais chercher de l'or. Il faut descendre ici. Vous voyez là le danger? Je m'assois comme ça. Et ici, regarde, c'est ici qu'il y a de la pierre où on peut trouver de l'or. Quand je frappe ici comme ça, c'est la pierre de l'or. Il faut creuser à la pioche pour pouvoir l'extraire. Un travail harassant, au fond de puits profonds et peu sécurisés. La chaleur est extrême et le risque d'écroulement constant. Gilvan doit maintenant tester la concentration en or de ces morceaux de pierre. Il ne possède pas de machine. Une opération à la force des bras, avec des outils improvisés. Il reste alors la dernière étape, la levée. Je suis en train de faire ça pour voir s'il y a de l'or. Ça fait partie du processus. On le nettoie et comme ça, l'or reste au fond normalement. Mais le verdict est loin d'être satisfaisant. Non, tu vois, ça vaut pas le coup. Parce que la mine ici est très dangereuse et pour extraire juste cette petite quantité, c'est trop peu. Donc il va falloir que je cherche un autre endroit pour creuser. Ici, c'est beaucoup trop peu. Ça vaut pas le coup. Comme tous les autres Garimperos, seule la fièvre de l'or le fait encore tenir. Protéger la forêt, c'est la plus éprouvante des missions pour les hommes du GPI. Des hélicoptères de la gendarmerie ont repéré un site d'extraction clandestin, à 1 heure de vol à peine de Cayenne. Des centaines de Garimperos s'y vivraient. L'opération est d'envergure, 5 hélicoptères, 90 gendarmes et militaires, et des centaines de kilos de matériel. Donc on prend la direction de P32. P32 est le premier checkpoint de la mission. Ici, dans 120 puits, on extrait entre 3 et 5 kilos d'or chaque jour, pour une valeur allant jusqu'à 150 000 €. Mais la zone est vide, tout le monde s'est caché dans la jungle à l'arrivée des hélicoptères. Là, on est sur la zone de travail qu'on appelle P32. Donc, on peut voir différents puits. Donc, le but de la journée, c'est de prendre possession de la colline pour ensuite se diriger de l'autre côté vers le village V21 qu'on appelle, qui est à environ 1 km de notre position. La pente est raide et la montée pénible sous le soleil. Une piste boueuse sur plusieurs centaines de mètres. Et enfin le village. Ici, ces hommes rallient l'officier, qui est à la tête du groupe. Pour le moment, RAS sur zone, on a une cinquantaine de Garimperos présents sur place, une centaine de carbets, dont la majorité a déjà été débâchée et démontée. 500 personnes vivraient dans ce village. Impossible de les arrêter. Le but des gendarmes, tout détruire pour les obliger à abandonner les lieux. En plein milieu de la jungle, ils ont construit une véritable ville à la force des bras. Donc là, ce qu'on a par exemple comme carbet, vu la structure et ce qu'on peut y trouver, c'était certainement une épicerie avec les étagères et les produits présentés comme dans un magasin. De part et d'autre, d'une piste à quad qui permet d'approvisionner le site. Alors, on a tout type de carbet. À gauche, par exemple, un bar, une cuisinière, un autre bar. Là, c'est vraiment la zone vie. C'est là qu'on va avoir tous les Garimperos qui vont pouvoir venir pour se détendre et dépenser un peu leur or qu'ils auront trouvé. Ces villages illégaux sont extrêmement polluants pour la jungle guyanaise. Des tonnes d'ordures jonchent le sol. Bon, et là, comme on peut le voir, on a plusieurs lits
Donc ça doit être certainement une zone, un cabaret certainement, ou un bordel. Il faut imaginer qu'entre chaque lit, on a une cloison avec une bâche. Et donc dans chaque bâche, enfin dans chaque petite case, une fille devait s'y trouver et proposer des petits services. On est sur V21 là. Ouais, c'est reçu. Vous posez vos sacs, vous vous allégez, et puis ensuite vous commencez la fouille du village, partie nord du village. 150 carbets composent le village. La fouille est méthodique, rien ne doit échapper aux gendarmes. Lorsqu'ils nous entendent arriver, donc le premier réflexe, ça va être de planquer à proximité de la zone leur matériel le moins sensible. Le plus sensible va partir très loin en forêt. Donc dès qu'on fouille aux abords du village, on risque de trouver des caches. Donc là par exemple, les caches qu'ils aiment bien, ça peut être sous les troncs d'arbres. Et bien là, regardez. Hop, voilà. Un ballot, par exemple. C'est comme ça qu'ils conditionnent l'approvisionnement qu'ils envoient sur les sites d'orpaillage. Donc là, je pense que ce sont des bouteilles d'alcool. On va les vérifier. Donc là, voilà. Le type d'alcool qu'ils consomment sur les sites d'orpaillage. Et plus ils s'éloignent des carbets, plus les gendarmes font de bonnes prises. Ouais, Tight, t'as trouvé quelque chose? De la bâche? Donc voilà l'exemple type d'un rouleau de bâche qu'on peut trouver en forêt et qui leur permet de constituer leur carbet, indispensable ici. Sans cette bâche, les garimperos ne pourront pas construire d'abri. Une saisie stratégique pour neutraliser le site d'orpaillage. Chaque mètre carré est fouillé. Les caches peuvent être partout dans la jungle. On sent que c'est frais. Hein. Il y a ça, mais je pense qu'il y en a d'autres. Et là-bas, il y a des bidons. Là. Dans ces fosses charbonnières, les gendarmes repèrent une trace encore fraîche. Pour eux, pas de doute, la terre a été remuée il y a peu de temps. Et à quelques mètres de là, une cache encore plus étendue. Essence, gasoil, huile, ici tout le nécessaire pour faire fonctionner les machines d'extraction. Un butin inattendu. C'est bien reçu. Pour nous, là, on est tombé sur des caches assez importantes. On a trouvé pas loin de 400-500 litres d'essence, avec de l'huile et encore du matos. C'est dans les charbonnières, là, il faut fouiller les charbonnières. Encore une fois, le feu est la meilleure arme des gendarmes. Tout ce qui ne peut pas être transporté est brûlé sur place. Sur la ligne de l'essence. C'est bon. Le but, c'est vraiment de dissuader les orpailleurs de revenir en détruisant leur matériel de production et en détruisant tout ce qui est denrées alimentaires, tout ce qui peut leur permettre de vivre en forêt. Un village au confort parfois moderne. Donc là, on a trouvé un écran dans une petite cache derrière un gros arbre. Donc ça prouve bien qu'ils sont équipés, malgré qu'ils sont en pleine forêt. Donc voilà. Donc là, on va le détruire. Comme cette télé, tout le village sera détruit. Tout, sauf cette cabane. L'église. C'est la seule construction que les gendarmes vont épargner. Et c'est ici qu'un groupe d'hommes et de femmes se réfugie. Ferirá diante de ti, por caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Chacun est ici pour une raison différente. Cette femme vient de Colombie. Elle a rallié la Guyane pour fuir la guérilla des FARC. Dans mon pays, ils sont en train de pousser les gens à bout. Ils ont tué mes enfants, ils ont tué ma mère et mon père. Je suis venue ici pour sauver ma vie. Et vous êtes venu chercher la fortune ici? Non, un peu de paix. Il faut bien travailler et lutter pour quelque chose. Et pourquoi en France? Pourquoi en Guyane? Parce qu'il faut essayer de gagner de l'argent là où il y en a. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je ne sais pas. Je vais aller de l'avant. Je vais continuer à travailler. Dans cette mine?
Non, je ne sais pas. J'irai peut-être au Suriname, mais dans mon pays, je ne peux pas y retourner. Dans quelques jours, tout le village sera réduit à un tas de cendres. Ses habitants seront une fois de plus obligés de quitter les lieux et de tenter leur chance dans un autre coin de forêt. La lutte contre l'orpaillage clandestin aura-t-elle un jour une fin ?